Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Piton pour parler du métier de designer horloger. Salut Ludo, comment ça va? Salut, ça va très bien. Merci de m'accueillir dans ton billet. Je t'en prie. Alors est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots? Donc, je suis Ludovic Piton, je suis designer produit et fondateur de Piton Design Studio, qui est un bureau de design produit où mes clients sont horlogers et industriels et produits en fait. Je fais de tout. Alors pour donner davantage de contexte à nos auditeurs, je précise que Ludovic et moi nous connaissons depuis un moment, quand nous travaillions à l'époque chez Gégère Lecoultre à la manufacture dans la Vallée de Joux, il y a quelques années. Et donc toi Ludo, t'étais au design et moi au digital. D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir quand t'es arrivé chez Gégère, la première chose qui t'a frappé? La première chose. C'était en quelle année déjà? C'était en 2010, sauf erreur. Ouais. La première chose que je me rappelle, c'était qu'il faisait très froid. C'était une année à la Vallée de Joux, voilà, où c'était tout est glacé. Et puis au niveau de la manufacture, les grands souvenirs, c'est justement la manufacture, tout ce qui est production et voilà les gens super accueillants aussi. C'était vraiment un plaisir de travailler là-bas. Je me rappelle alors aussi ma première fois là-bas, c'était aussi en hiver, j'étais arrivé en décembre 2013, donc il faisait super froid, il y avait la neige, etc. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était les odeurs d'huile. Tu sais, quand tu rentres, t'as tout de suite ces odeurs que tu retrouves un peu dans toutes les manufactures. Oui. Mais t'avais cette odeur-là, et puis c'est vrai que la manufacture était et toujours immense, donc je me perdais un petit peu dans les couloirs au début parce que c'était vraiment immense, mais c'était un bon souvenir aussi. Bon, et donc on va parler de ton métier. Déjà, commençons par le début. Quelle est ta formation en fait? Alors, moi j'ai commencé comme mécanicien en fait. J'ai fait des études de mécanique et puis j'étais trop jeune. Je voulais faire du design, mais j'étais trop jeune, donc il n'y avait pas de formation pour moi à mon âge. Donc j'ai fait des études de mécanique. Comme ça, je me suis dit moi je peux construire les choses que j'ai dans la tête. Et après j'ai raccordé en faisant une école d'art appliqué en design industriel et produit. Et après voilà j'ai commencé mon métier de designer. Ouais, c'est comme ça que tu as fait le lien entre les deux, entre guillemets. Voilà. Et est-ce que à ce moment-là, tu avais déjà un intérêt pour les montres ou alors comment ça t'est venu? Alors oui, clairement. Avant, j'avais déjà des affinités avec l'horlogerie. Et puis donc j'ai acheté déjà mes premières montres bien avant. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement aussi parce que en Suisse, on a ce berceau de l'horlogerie et puis il y a un besoin en design. Et puis j'ai raccordé comme ça en fait dès mon premier vrai poste en tant que designer, on faisait beaucoup de design industriel à Zurich, mais on avait un client horloger déjà. Et alors moi j'ai plein de questions presque naïves un peu sur le métier parce que c'est un métier finalement que je connais assez peu. Je vois évidemment, je me rappelle dans les bureaux, enfin qui était designer, où est-ce que je trouvais le bureau, enfin les choses sur lesquelles vous travaillez, mais vraiment quand on rentre dans les détails, je me suis toujours rendu compte que voilà il y a certaines choses qui pour moi étaient floues. Notamment, est-ce qu'on part en premier du design d'une idée ou du mouvement? Parce que à chaque fois, enfin pas mal de fois, on va retrouver des designs qui vont tourner autour d'un mouvement, etc. On va pouvoir voir juste en voyant la montre, si on connaît bien les mouvements de la marque, on va savoir tiens tout de suite quel mouvement est derrière, quel mouvement se cache. Mais quel est le point de départ pour vous? Alors il y a deux directions, ça dépend justement le briefing. Si on va déjà avoir une collection complète, on va se dire bon voilà, le brief c'est d'ajouter je ne sais pas, admettons un GMT dans une montre. Voilà, on va garder les codes esthétiques de la ligne et puis on va accueillir ce mouvement et travailler autour. On va essayer de le faire
qui met disparaître dans la ligne pour qu'on ait une ligne cohérente en toutes. Et la deuxième voie, c'est voilà, on va créer une nouvelle ligne de montre, on va créer une nouvelle montre totalement nouvelle. Et là, ce qui est très intéressant, c'est on pourra fusionner le mouvement avec l'habillage et vraiment en faire qu'un. Et je trouve que c'est la plus belle des manières, c'est d'avoir vraiment une cohérence globale du produit. Bien sûr, ouais. Enfin, tu le ressens tout de suite quand tu as des mouvements qui sont faits spécifiquement pour une montre ou à l'inverse, quand c'est presque une adaptation. Voilà. Et alors, en parlant de mouvements, quelles connaissances techniques il faut pour un designer horloger? Est-ce que un designer produit sans cette spécialisation en horloger pourrait tout de suite travailler sur un projet de montre, ou au contraire, il faut avoir une certaine sensibilité et puis des connaissances techniques? Bah, tout dépend du profil de chacun. Après, c'est vrai que moi, c'était un avantage de connaître un petit peu Les rouages. voilà, les rouages, comment c'était fabriqué déjà, et avoir ce background dans la mécanique. Donc, bon, purement stylistique, c'est vrai que moi, j'aime bien quand je dessine un mouvement. Je dis bien dessiner. Hein. Moi, je propose des choses aux constructeurs et on travaille vraiment de pair pour faire un design. Moi, je suis pas ingénieur, hein. Donc je vais assez loin dans la technique, mais c'est pas moi qui va mettre les tolérances ou calculer des choses. Si je travaille à la Vallée de Joux chez un horloger, je vais essayer d'avoir les codes esthétiques de la marque et en plus du lieu. Si on a un mouvement de la Vallée de Joux, il va pas ressembler à un mouvement de Bienne ou la Chaux-de-Fonds. Alors, quelles sont les différences, justement, si tu devais les expliquer? Alors, comment on va dire ça? Les mouvements de la Vallée Joux sont travaillés de manière très classique. Si on parle de la haute horlogerie, par exemple, ils ont tout de suite avec des ponts de forme, avec des angles rentrants, des angles sortants. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est des rouages avec des formes avec des angles rentrants, avec des angles et des angles ouverts. En fait, des angles rentrants, des angles ouverts, des arrondis, des choses très travaillées. Et peut-être si on prend un mouvement biennois ou de la Chaux-de-Fonds, on verra plutôt des formes plutôt rectiligne Ouais. qui va à l'essentiel, qui va plus à l'essentiel, on va dire. Oui, il y a un côté effectivement, si on peut l'expliquer très simplement, mais ça être plus droit, ça va sembler moins travaillé d'une certaine manière, presque plus efficace. Voilà, exactement. Euh, On va vers l'efficacité je sais pas, du détourage de la pièce, par exemple, où voilà, on va pas perdre de temps à faire des petits contours, ça sera pas repris à la main, par exemple. Ça dépend aussi le niveau de qualité qu'on veut avoir. mm. Après, Et tu c'est ça. parlais, Oui, dis-moi. pardon, ouais, tu parlais de proposer des mouvements à des constructeurs, de repartir de zéro. Où est-ce que toi tu vas puiser un petit peu l'inspiration, ou quel va être ton point de départ toi quand tu pars de zéro? Alors, ça dépend toujours pour qui je travaille, mais Bien sûr. si on prend le Coultre, souvent on va faire un lien avec le passé pour légitimer le produit, le nouveau produit. Et typiquement, je vais aller voir un historien, aller passer du temps dans des archives, regarder comment ils agençaient les choses. Si c'est un mouvement qui est plutôt chronographe, j'irai plutôt travailler faire mes recherches dans des produits plutôt avec un chronographe, par exemple. Et voilà, quelle finition ils ont utilisé, est-ce que je peux reprendre des éléments, des codes esthétiques, en fait, qu'à la fin, même si c'est un mouvement complètement nouveau, on a un petit lien avec le passé, en fait. Ouais, c'est toujours important quand t'es une marque comme ça d'avoir ce lien-là, quoi. Voilà. Et puis je pense à toutes les marques un petit peu plus récentes, ou même tu sais, toutes celles qui se lancent sur Kickstarter. Alors il y a un petit peu à boire et à manger là-dedans. Mais toi, qu'est-ce que tu penses justement avec ton regard de designer par rapport à tous ces projets qui se lancent? Alors oui, comme tu dis, il y a vraiment de tout. Je pense que la nouvelle marque qui se lance actuellement doit apporter clairement quelque chose de nouveau et avoir vraiment un regard vers le futur pour moi. C'est un petit peu un problème. Oui, voilà, si on parle à des horlogers établis, ils doivent faire des liens avec le passé où ils font de la reddition. C'est toujours très sympa d'avoir une montre un petit peu enfin,
un peu vintage, avec les codes, enfin avec la construction d'aujourd'hui, mais maintenant voilà, c'est quand même plus intéressant de faire une montre actuelle du 21e siècle plutôt que toujours se tourner vers le passé, je pense. C'est vrai qu'il y a toujours, dans le cadre des marques établies, un peu ce dilemme entre, voilà, réutiliser ce qui a fait le succès passé, ou même redécouvrir le passé parce que c'est un trésor que tu as avec toi, Mhm. et en même temps, t'as pas envie d'être tout le temps en train de regarder par-dessus ton épaule ce qui se passe derrière, mais t'as aussi envie d'avoir un petit peu voilà, une vision de ce que va être l'horlogerie moderne et du futur, quoi. Oui, justement, je vais rebondir là-dessus. Quand on travaille dans une marque qui a vraiment un gros background derrière lui, il y a cette richesse, mais aussi ce côté un peu cette lourdeur à traîner en fait. Je sentais toujours ça dans les marques où voilà, il faut aller chercher dans le passé certaines choses, où on a cette lourdeur du passé et cette envie comme de fraîcheur, et puis c'est un peu schizophrène comme ça dans ces marques. Ouais, tu m'étonnes, ouais, t'es tiraillé entre deux extrêmes, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que t'as dernièrement un design de montre vraiment qui t'a frappé, où tu te dis, tiens, cette montre-là, j'aurais rêvé la faire, ou voilà, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose qui t'a marqué, quoi. Alors, j'ai travaillé sur une montre qui va sortir cette année, qui a une grande complication. Et là, ce qui est intéressant, c'est j'ai dû accompagner cette marque vers la très haute horlogerie. En fait, c'est une marque qui a déjà un mouvement haute horlogerie, mais à ce point-là où il y a des grandes complications compilées, c'est complètement nouveau, et ça, il savait moins le faire en fait. Et c'était vraiment intéressant de faire évoluer toute la gamme pour avoir leur code esthétique, mais aussi une plus grande valeur perçue de leurs pièces. Et ça, c'était vraiment un super boulot. Ouais. Vraiment très intéressant parce que c'est de l'accompagnement de A à Z avec un tout nouveau mouvement complètement dessiné pour la marque, et c'était vraiment très intéressant. Autrement, des marques qui ont fait des nouvelles choses, j'ai trouvé assez intéressant la dernière Bulova. Je sais pas si tu vois la Cutron. Ah, je vois la Qtron, mais alors, je vois pas la dernière. Et, et je trouve intéressant comme ils ont repris un peu une tech. Eux c'était un petit peu une montre un peu futuriste à l'époque quand ils ont sorti leur montre, et puis ils ont ressorti ça, et ils l'ont, comme elle était assez futuriste déjà, ils ont eu qu'un petit twist à faire pour la remettre au goût du jour, et je trouve vraiment intéressant comme ils l'ont fait en fait. Ouais. Effectivement, à l'époque, elle était futuriste, donc je vois un petit peu le genre. Moi, une qui m'aurait frappé dernièrement, puis quand tu parles d'horlogerie du 21e siècle, enfin futuristique, etc. Bon, il y a une marque qui me vient à l'esprit assez rapidement, c'est De Béthune. Mhm. Et puis il y a là, je sais pas si t'as vu leur dernier modèle qu'ils ont fait, une espèce de montre un petit peu réversible. Oui. Alors toi et moi qui connaissons la Reverso, c'est rigolo de voir ça. Et avec le tourbillon, etc., je la trouvais super intéressante et super belle en termes de design, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est une pièce intéressante. Et puis alors j'ai envie de parler un petit peu plus de d'ergonomie entre guillemets, Mhm. comme voilà le design, ça va pas être seulement le look du cadran, ça va être tout le reste. Et comment voilà ces problématiques là d'ergonomie, alors je sais pas si problématique c'est le mot, mais voilà ces contraintes d'ergonomie, comment elles sont prises en compte, comment toi tu les prends en compte? Alors, encore une fois, dans l'horlogerie, c'est vraiment très codifié, hein. Quand on travaille dans une marque, si on parle d'une feuille blanche, c'est plus facile à intégrer de nouveaux codes. Mais bien sûr, si je dessine un chronographe, par exemple, je vais essayer qu'il soit le plus lisible possible quand même. Moi, c'est des choses qui sont quasi obligatoires quand je fais un design d'une montre. Souvent, on voit des montres même le chronographe, même pour une montre de entre guillemets professionnelle, des fois on peut même pas lire le chrono précisément. Donc ça, c'est des choses que j'aime pas trop faire ça. Mais typiquement, quand je me suis lancé dans le design, on travaillait pour une marque qui s'appelait Ventura Design on Time. Et puis ça, c'est des montres clairement ancrées dans le 21e siècle, qui sont digitales et mécaniques.
pour certaines. Et là, justement, pour lire au maximum l'heure efficacement, on pouvait tourner le screen vers l'utilisateur, par exemple. C'est pas une montre plate où voilà, on tourne le poignet pour garder l'heure, mais on l'a face à soi en fait. Même si le poignet il est de manière de manière naturelle posé sur une table, par exemple. Mais c'est plutôt une problématique d'affichage au niveau ergonomique et puis bien sûr le confort au poignet. On essaie toujours d'avoir justement de pas blesser le poignet quand on design une couronne, par exemple. Mais finalement il y a très peu d'ergonomie. C'est pas comme voilà. Je travaille aussi dans le médical dans le cadre de Python Design Studio et là on a vraiment de grosses problématiques d'ergonomie. Oui, non, c'est sûr, tu designes pas un fauteuil de la même manière qu'une montre, c'est les possibilités en termes d'ergonomie sont pas les mêmes. Mais je m'interroge, est-ce que vous utilisez des modèles 3D? Enfin, quel est aussi ton avis sur le diamètre des montres qui ont pas mal changé pendant les années? Comment voilà ces choses-là sont prises en compte? Alors moi je travaille avec des poignets standards en fait. Quand je travaille sur un programme 3D et j'ai des poignets, divers tailles de poignets que ça soit homme ou femme, pour être au plus proche de la réalité. Après, de toute façon, on passe après en maquette pour voilà, si on fait un bracelet métal par exemple, d'avoir directement une pièce à essayer dans tridimensionnel hein, pour essayer. Et il y a pas beaucoup honnêtement, il y a pas beaucoup de surprises. En fait, c'est pas non plus très compliqué en fait. Mais c'est vrai qu'au niveau des tailles, voilà, ça dépend toujours si on fait une montre pilote qui pour un marché, je sais pas, par exemple sud-américain, on va devoir faire attention à qu'elle soit pas trop petite, par exemple. Ça dépend, voilà, si on se tourne vers la Chine, si on fait une montre de 45, ça peut être problématique. Donc il faut faire attention au diamètre par rapport au marché qu'on cible en fait. Et alors, c'est intéressant, je trouve. Je savais pas que vous aviez la possibilité de visualiser sur plusieurs poignées. Je pensais que c'était, enfin, je sais pas que tu t'occupais de la montre, tu partais de ça, mais c'est intéressant et tu te rends compte que voilà, c'est les diamètres, c'est vraiment un choix conscient et que ça fait partie du design et voilà, ça répond à, comme tu disais, à un brief aussi. Et puis tu parlais là de tout ce qui était maquette, proto, etc. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu les différentes étapes, on va dire de la création d'une montre, mais plus du point de vue du designer horloger entre bah voilà tes premières esquisses, les différents prototypes, etc. Comment ça fonctionne? Après, c'est des outils, hein, et chacun a ses affinités avec ses produits, avec ses outils. Euh, Si je parle d'un produit complètement nouveau, j'aime bien partir à la main parce que ça va très vite. Du cerveau à la main, c'est vraiment direct, donc on perd pas de temps. On n'est pas contraint par un quelconque logiciel. Ensuite, quand j'ai posé mes idées, j'aime bien le visualiser sur ordinateur parce que voilà, je dois bien communiquer avec mes clients. Et le fait de, par exemple, faire un visuel en 2 dimensions, on a directement les bonnes proportions et aussi la faculté de les transmettre aux clients pour qu'ils puissent le fabriquer ou moi pour un prototypiste pour qu'il puisse le récupérer mes données pour faire un prototype par exemple. Et c'est important pour moi d'avoir déjà un petit canevas sur informatique pour pouvoir extraire les données pour pouvoir fabriquer exactement ce que je souhaite. Donc je pars en 2D. Après je fais ça dépend quel est le projet, mais souvent après je fais un petit rendu de face du produit. Et puis parallèlement, si on doit dessiner une nouvelle boîte, je vais dessiner à la main, mais je reprends aussi ces données pour le faire en 3 dimensions sur un programme 3D qui est compatible avec l'industrie, ce qui veut dire que quand j'ai fini mon modèle 3D, qui a pratiquement au 10e près les bonnes dimensions, je puisse le donner pour la fabrication soit d'un prototype, soit d'un modèle en plastique, par exemple, dans le terme de, je sais pas, une impression 3D. Et puis, comme ça, on travaille toujours avec les bonnes bases, les bonnes dimensions, parce que voilà, c'est très facile de faire une montre ultra plate, mais si le mouvement rentre pas dedans, ça vaut pas la peine. Donc on a ce côté 3D, on va après, si on a un design qu'on a validé, on va partir sur une maquette. Et puis après cette validation, on va partir sur un modèle métal pour valider les reflets de la montre, par exemple.
avec un mouvement à l'intérieur. On va poser tous les éléments, aiguilles, tout ce qui fait partie de l'habillage. Et puis après, il y a des ajustements. Voilà, je trouve que, je sais pas, la typo est trop petite ou les petits ajustements à faire en fait avant la pré-série de la montre en fait. Et puis après c'est parti quoi. On part en production. Bon bah tout un programme, mais il faut bien ça. Et alors avant de travailler chez GGR, si je me souviens bien, tu travaillais pour Omega. Et maintenant avec le recul et toute l'expérience que tu as, comment tu pourrais définir un petit peu le travail de design dans une marque de la taille d'Omega? Alors c'est un petit peu différent dans le sens où on a des contraintes de fabrication qui sont pas les mêmes que une pièce unique ou une centaine de pièces. Donc on va se donner plus voilà, on a un calibre qu'on doit utiliser tel quel et on a cet affichage tel quel, donc on va rien toucher à ce niveau-là. On va avoir des logos qui sont prédéfinis et puis des index voilà si on a une ligne de montre, par exemple, on va essayer de récupérer des index pour la fabrication, pour qu'on puisse avoir je sais pas, d'un modèle 40 à 45, on ait les mêmes index, par exemple, des choses comme ça. On va être plus rationnel dans le design, dans une marque où on produit plus de montres, où on a une fabrication plus industrielle, que voilà, ajuster un index au dixième pour un cadran exceptionnel, par exemple. C'est plutôt des contraintes techniques qu'autre chose, on dira. Ouais. Bon, alors on va passer. Là, j'ai des questions plus qui concernent plus Gère le Cool qu'on connaît tous les deux, et pour moi, c'est l'occasion de te les poser. J'aurais pu te les poser il y a quelques années à la manufacture, mais voilà, je prends l'occasion de ce podcast pour te les poser. Moi, je me rappelle la première GGR sur laquelle j'ai travaillé. Comme je disais, voilà, je suis arrivé en décembre 2013, en début 2014. Sur la première partie de l'année, on lance la géophysique. Oui. Et donc c'était la nouvelle ligne géophysique sur laquelle je sais que tu as travaillé, et je me demande pourquoi ce modèle-là est sorti. Enfin, pourquoi on s'est intéressé à ce modèle-là, finalement, qui était assez méconnu, je trouve, dans l'histoire de Gégère Lecoultre, malgré son passé illustre. Mais pourquoi ce modèle-là? Alors, la géophysique. En fait, si on prend la gamme Gère Lecoultre, il y a la Master, montre ronde, et puis il y a la Diomètre, montre ronde, et puis il y avait un gap entre au niveau prix entre les deux. Hein. Et puis l'idée c'était de faire une montre ronde qui fasse le lien entre les deux au niveau de la qualité perçue, au niveau des mouvements qu'on allait y mettre. Et puis il fallait trouver justement une montre aussi par le passé qui faisait ce lien en fait. Et on m'a demandé de faire la montre la plus qualitative possible, vraiment pousser les détails au maximum partout, et aussi en trouver un lien historique. Et puis il faut savoir que chez Gère Lecoultre, ils ont un grand historique au niveau du calibre. Hein. C'est vraiment incroyable. Et par contre, au niveau de l'habillage, ils sont allés un petit peu partout en fait. Et puis la seule montre qui collait vraiment à cet état d'esprit, c'était la géophysique et géomatique. Et en fait, on avait lancé la géophysique réédition qui prenait vraiment exactement les codes esthétiques de la géophysique. Et la nouvelle géophysique avait repris aussi un peu des codes de la géomatique, qui était le modèle juste après de la géophysique, qui était plus raffiné en fait, c'est ce qu'on recherchait. Du coup, on a fait voler les codes esthétiques de la géophysique en géomatique, mais on a gardé le nom géophysique. Ok, bah alors ça éclaircit, tu vois, j'avais pas ce background-là. Et alors, il y a une autre montre aussi qui est assez exceptionnelle sur laquelle tu avais travaillé, c'est la Giro Tourbillon 3. Alors, est-ce que tu peux décrire cette pièce qui est clairement indescriptible, et puis surtout au niveau du travail de designer, comment ça s'est passé sur un modèle tel que celui-ci? Donc le Giro 3, c'était l'idée, en fait, on est venu vers moi en me disant voilà, il faut qu'on recrée la ligne grande tradition, qui est le top, le premium de chez Gérard Lecoultre, hein. Et puis donc redéfinir les codes esthétiques de cette ligne, recréer cette ligne, et puis on veut un Giro 3, enfin un Giro tourbillon volant
avec un chronographe digital le plus grand possible. Voilà, c'était le brief que j'avais et c'est tout en fait. Et ce qui était très intéressant dans ce projet-là, c'est que j'ai pu définir tous les points en fait, où étaient les éléments, où seront les éléments et quelle forme ils auront. Et justement, on parlait d'ergonomie. Avoir le chronographe digital le plus grand possible pour une marque comme Gilles Lecoultre, l'idée, on a forcément chez Gilles Lecoultre vraiment une envie d'aligner les choses, d'avoir des choses symétriques et le fait d'avoir un gyrotourbillon et d'avoir un chronographe digital le plus grand possible, c'était vraiment une contrainte pour avoir vraiment quelque chose de symétrique. Du coup, j'ai créé une grille graphique. Et puis j'ai posé des éléments dessus pour pouvoir, même si justement on a une asymétrie dans la montre, que tout soit aligné parfaitement et que tout se tienne graphiquement en fait. C'était vraiment mon but. Et de cela, j'ai commencé à dessiner la montre. Et puis j'ai travaillé avec les ingénieurs pour pouvoir avoir très précisément chaque point de la montre. Que chaque fonction de la montre tombe sur un point de ma grille graphique en fait. Ce qui fait que le produit vu de face, tout colle, tout tient et il est parfaitement équilibré en fait. Et enfin, c'est vrai maintenant que tu dis ça, je vois très bien ce que tu décris et c'est vrai que ça saute aux yeux et malgré le fait voilà que ça soit une montre qui visuellement soit assez riche et chargée, bah finalement ça reste assez harmonieux et équilibré. Puis quelque chose qui m'avait aussi frappé avec cette pièce-là, c'est vraiment en termes de texture au niveau du cadran, il y a enfin c'est très riche, il y a beaucoup de profondeur, etc. Et c'était quoi l'inspiration derrière ça? Alors le cahier des charges ou la recherche que j'ai fait des textures, c'était que justement à l'époque ils avaient fait un tourbillon en très ancré dans l'histoire de Jerry LeCoultre. Je me rappelle plus exactement de quel personnage. Je sais plus si c'est Jack David LeCoultre ou je ne sais plus actuellement. Mais il avait fait une montre de poche avec une texture pas grenée mais martelée en fait, martelée main. Et j'ai repris ça pour pouvoir faire la montre et justement aussi enrichir la pièce par un savoir-faire aussi manuel de décoration qui était assez problématique parce que dans ce Giro 3 tout est vraiment ultra précis et quand on vient marteler des pièces après que la pièce soit vraiment vraiment finie, maximisée et toutes les tolérances soient là et on vient marteler la pièce, il y a beaucoup de déformations et c'est vraiment tout l'enjeu de la pièce, de ce décor de pièce en fait, qui fait que c'est très beau mais c'est aussi très difficile à faire. Et alors tu parlais de cette montre de poche. Est-ce que c'est pas celle qui a été rééditée dans une Ibris Artistica quelques années plus tard? Une montre un peu bleue là ou ça a rien à voir? Euh, j'ai pas souvenir. Ça dit rien, ouais. Bah c'était pareil je crois une des montres qui est sortie un petit peu quand moi je suis arrivé, donc ça m'a forcément marqué. Il y avait cette petite montre de poche bleue comme ça Ah avec un tourbillon. Et je oui sais pas oui, si je la vois. t'avais ça avait quelque chose en rapport là avec cette montre de poche là que tu décrivais? Cette montre un peu historique? Ou pas nécessairement. Pas nécessairement. Justement, chez Lecoultre, il y a tellement une richesse de calibre incroyable. Donc ça, c'était plutôt sur une reprise du Sphère au tourbillon, sauf erreur. Ouais, exact. Ouais. Et je crois qu'ils ont peut-être repris du Giro 3 le finish. Mais Ouais. Bon, il y a quand même un petit lien au moins esthétique, quoi. oui, oui, ça c'est sûr. Non, Ouais, c'est ouais. sûr que c'est vraiment ancré dans la marque. Et puis alors, tu parlais des contraintes techniques et je sais voilà que tu as travaillé sur la ligne Deepsea. Et comment tu intègres toi ces contraintes techniques, notamment en termes d'étanchéité sur une ligne comme la Deepsea, par exemple? Alors, quand on dessine une montre, on va toujours regarder les contraintes techniques du bureau technique de la marque, parce que chacun a sa propre façon de faire. Hein. Si on prend une Omega, si on prend, je sais pas, XY montre, justement des savoir-faire à l'interne. Donc moi, j'ai vraiment
plaisir à aller voir la technique et discuter de voilà quelles sont vos contraintes, qu'est-ce qu'il faut avoir pour la DeepSea, c'est une montre historique, mais avec la technologie d'aujourd'hui. Et donc je suis allé voir ce que la technique avait besoin pour avoir une étanchéité d'aujourd'hui, avoir la fiabilité d'aujourd'hui. Et j'ai juste adapté enfin pris en compte les contraintes qu'ils avaient de la glace, de l'appui de la glace par exemple, du fond. La DeepSea est assez intéressante parce qu'elle a aussi ce fond qui est vissé, mais qui a aussi, enfin le fond est vissé par une bague extérieure, mais le logo reste le logo et la gravure au centre reste en sa position. Et c'est une petite utilité assez intéressante. Comme ça, la gravure au centre reste toujours indexée malgré que le fond tourne. Et ça, c'est des choses que j'ai intégrées directement dans mon design à la base. Ok. Et puis, alors un autre modèle aussi, puis c'est marrant de repasser un petit peu comme ça sur ces modèles presque du passé d'une certaine manière, qui m'avait marqué, sur lequel tu avais travaillé, c'était l'Amvox 7, notamment avec le fonctionnement particulier du chronographe avec la glace. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce modèle, puis notamment ton travail dessus? Alors, en fait, c'était la toute dernière pièce en association avec Aston Martin. Alors attends, je t'interromps juste. Il faut rappeler aussi cette association. Là, il y a eu des modèles qui étaient intéressants parce que c'était des modèles de montre qui permettaient d'ouvrir son Aston Martin directement en appuyant sur la montre, quoi. Voilà. Alors il y a plusieurs modèles, dont un modèle qui a cette technologie Transpondeur, c'était ça? transpondeur, voilà, qui quand on fait basculer la montre, donne une impulsion, donne une information à la voiture qui fait que la voiture s'ouvre ou se ferme, hein, comme une clé de voiture, mais sur la montre en fait. Et il y a la Mvox 7, qui est la dernière lignée, le dernier modèle de la lignée plutôt, et qui n'avait pas cette technologie-là, qui était vraiment basée sur le chronographe de General Coultre en fait, et qui intégrait cette particularité de tous les chronographes Mvox, qui chaque impulsion donne une information au chronographe. Et puis c'était une particularité de la pièce, et qui reprend en fait les codes esthétiques. C'est assez drôle parce que la pièce qui a donné les codes esthétiques de la boîte, c'était une Polaris. Ah, maintenant que tu le dis, oui, effectivement, ça saute aux yeux, ouais. Ouais. C'est assez drôle. Donc on a justement cette glace box avec très peu de lunettes, des condensés tendus. Et ouais, c'est une pièce très très racée avec un cadran ajouré pour voir justement toutes les bascules fonctionner du chronographe, qui est un chronographe à bascule qui a pas ses poussoirs, qui est directement intégré dans cette bascule de glace. C'est difficile l'horlogerie, c'est très visuel, donc c'est difficile à en parler qu'avec des mots. Mais allez voir sur internet Mvox 7. Exactement, c'est toute la contrainte du podcast, mais c'est ça aussi qui rend le sujet intéressant. Et pour se rendre rapidement compte, c'est une montre sur laquelle on va appuyer sur le cadran, alors, quelque chose, enfin sur le verre. Il y a Voilà. comme un petit clic qui s'enclenche, et puis ça démarre le chronographe. Donc d'habitude on utilise des boutons poussoirs sur le côté, sur le flanc de la montre. Et là c'est on clique sur le cadran. C'est assez fou en fait. Ça paraît surréaliste quand même. Ouais. Et puis alors on va changer complètement d'univers là cette fois-ci pour passer à la pendule Atmos, alors que j'adore à titre personnel. Et toi tu avais travaillé sur la réédition 1934, donc comme son nom l'indique, c'est une réédition d'un modèle d'Atmos de 1934. Voilà. La question que j'avais pour toi, c'est en quoi ça va être différent comme approche pour toi de travailler sur une pendule par rapport à une montre bracelet? Pour moi, il n'y a pas trop de différence. J'ai tellement l'habitude de travailler de sauter du coq à l'âne je sais pas, une pièce qu'on va intégrer dans le corps humain, ou une voiturette, ou une montre. Pour moi, c'est juste une problématique d'échelle en fait. Mais comme l'Atmos est assez proche quand même d'une montre, parce qu'on a toute ce besoin de miniaturisation quand même, hein.
mais à une échelle un peu plus humaine, en guillemets. Pour moi, on enlève un petit peu des contraintes parce que justement, on n'est pas si on reprend cette atmos-là, on a un grand globe, hein, et on n'a pas les contraintes aussi précises qu'une. On n'est pas au millième de millimètre, donc on a quand même des ajustements plus faciles à faire. Par contre, on a des nouveaux matériaux qui se retrouvent à cette échelle qu'on n'a peut-être pas dans l'horlogerie, quoi. Comme un grand pavé de pierre qui doit vivre avec un globe en verre, quoi. Donc ça, c'est des associations qu'on a peu dans l'horlogerie traditionnelle, entre guillemets, où on a des cadrans en pierre, par exemple, on parle de couches de dixième de millimètre, mais là, on a vraiment un pavé. On a d'autres contraintes, en fait. On doit jouer avec, et puis on a d'autres contraintes, justement, au niveau d'association de matériaux, mais ça s'arrête là. Oui, c'est une différence d'échelle finalement. Tout à fait. Et puis alors une autre icône sur laquelle tu as travaillé, une autre icône de Gégère Lecoultre, et une montre que j'aime aussi énormément. Enfin, en toute franchise, tu sais à quel point j'aime l'ensemble du catalogue. C'était la Memovox, une des dernières qui était sortie. C'était une qui était bleue. Et là, j'ai une question qui est, je sais pas si elle est si tu vas me dire si c'est une question de design ou plus technique, mais je me suis toujours demandé pourquoi les Memovox modernes étaient si épaisses comparées au vintage. Tu vois, les Memovox vintage des années 70 ou même 90, elles sont quand même assez fines. Et pour moi, qui a un poignet fin aussi, petit, j'ai toujours été un petit peu déçu des Memovox modernes que je peux tout simplement pas porter par rapport à la taille. Est-ce que c'est une décision en termes de design ou c'est plutôt une contrainte technique? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, la Memovox contemporaine est voilà, avec un tout nouveau mouvement aussi, hein, qui euh, qui est plus épais de par les contraintes qu'on a ou le cahier des charges on lui a donné, et également l'habillage, hein. C'est un habillage qui est contemporain. Ça veut dire qu'on a des tolérances revues à la hausse. On a on va justement, la glace est plus épaisse, la sécurité entre les aiguilles et la glace, par exemple, le cadran, euh, le mouvement qui est plus épais aussi, parce qu'il y a aussi je me rappelle pas si on en avait des Memovox manuels. J'ai un blanc maintenant, mais en fait tout ça compilé fait qu'elle est un peu plus épaisse, cette pièce. Donc oui, voilà, on a un côté une montre contemporaine, enfin plutôt avec une construction contemporaine versus une montre plutôt vintage d'époque qui a pas toute ces qualités d'étanchéité, par exemple. Et alors tu dis un truc qui est très intéressant et que j'ai réalisé finalement assez récemment, c'est souvent je me disais mais mince c'est fou, pourquoi à l'époque les montres étaient plus fines, enfin toutes ces choses là qu'on n'arrive pas à retrouver aujourd'hui, et pas juste d'un point de vue esthétique, mais juste voilà techniquement tu te rendais compte qu'il y avait une maîtrise à l'époque, et des fois tu te dis mais pourquoi on n'arrive pas à gérer ces contraintes mieux maintenant. Et en fait, c'est ce que j'ai appris, c'est que c'était toutes ces nouvelles normes plus de qualité qui donnent des contraintes supplémentaires et qui rendent difficile de refaire des montres à l'identique du passé, parce que maintenant, voilà, que ça soit, tu parlais d'étanchéité par exemple, de fiabilité à tous les niveaux, finalement ça c'est des contraintes supplémentaires, et ça a un impact sur le produit final, quoi. Ouais, tout à fait. Les montres de l'époque étaient, on le sait, quand même assez fragiles, peu résistantes à l'eau, et voilà, on fait super attention quand on porte une montre vintage, et il y a une raison, quoi. Tout à fait. Justement pour une nouvelle montre qui va sortir cette année également pour un de mes clients, ils ont une magnifique montre des années 60, très plate et assez petite au niveau diamètre. On l'a agrandi pour une taille un peu plus actuelle, et on voulait la montre aussi la plus plate possible avec les mouvements actuels, mais c'est assez intéressant de voir comment on est vite bloqué par les normes, en fait, les normes d'aujourd'hui, où voilà, on veut
garantir la montre la plus fiable possible et puis la plus facile à entretenir aussi, hein. Le fait d'avoir des cônes rapportés, soudés propres, avec une finition jusque dans les moindres détails de la montre, des normes de rigidité aussi, qui font qu'on a une montre un peu plus épaisse à la fin. Et mais je vois très bien le genre de contraintes avec lesquelles il faut composer. Et puis voilà, quand tu parles de tes projets-là comme ça avec tes clients, on perçoit que c'est confidentiel, donc c'est pour ça que je vais pas essayer de te tirer les vers du nez dessus. C'est gentil. Mais une fois que c'est sorti, je compte sur toi pour m'envoyer le petit lien que je puisse profiter de la montre moi aussi. Et puis j'avais une dernière question pour toi. C'était, je sais que tu as travaillé là-dessus sur plusieurs projets, vraiment l'approche un petit peu plus des codes esthétiques d'une marque, soit d'une collection, soit d'une marque, pour avoir un petit peu cette homogénéité. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ce travail-là, vraiment des codes esthétiques? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire et comment on les construit, ce à quoi tu es attentif, un petit peu tout ça. Alors c'est vraiment ce qui va faire tenir une collection en fait. C'est de dire voilà, j'ai une carrure type cylindrique avec des cônes rapportés par exemple, des index bâtons avec des aiguilles dauphines. Là j'invente. Et puis un certain finish de cadran par exemple. Et puis finish de boîte et en fait on va cartographier la pièce, la ligne actuelle, par exemple, de toutes les modèles. On va cartographier chaque modèle. Et puis, quand on va sortir un nouveau produit, on va regarder si on a tous ces critères-là. Et s'il en manque un, pourquoi on l'a fait et si c'est intéressant de le faire ou pas. Et qu'est-ce que ça apporte, en fait. C'est toujours intéressant de savoir d'où on part et où on va arriver, en fait, pour dire... c'est très bien les règles, mais il faut pas se limiter avec des règles, mais être conscient que voilà, on est sorti des codes esthétiques de la ligne, et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est un nouveau code à intégrer ou pas? Ou est-ce que c'est parce que justement c'est un mouvement spécifique, il est tellement spécifique ce mouvement qui donne un nouveau visage à la montre, et voilà, est-ce qu'on va déroger, pourquoi? Et c'est juste un questionnement plus qu'autre chose en fait. Je trouve très bien d'avoir des codes esthétiques, il faut toujours les garder parce que c'est année après année qu'on construit une ligne de montre et il faut pas perdre l'origine de la pièce, mais c'est toujours bien de faire évoluer le produit. Finalement, tu mets un petit peu en place les contraintes que tu décriais précédemment, donc j'ai envie de dire la boucle est bouclée, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup Ludo. Là, cet épisode touche maintenant à sa fin, donc je te remercie à nouveau pour ton temps. Merci d'avoir répondu à mes questions, et puis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.